Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouvel épisode, je vais y arriver, c'est vendredi, des webinaires éco-conception organisés par Écosystème en partenariat avec le pôle éco-conception. Donc je me présente, je suis Samuel Maillard, je suis le directeur du pôle éco-conception, qui est le centre d'expertise nationale sur la performance du cycle de vie. Donc on est une organisation qui est soutenue par l'ADEME pour promouvoir l'éco-conception et c'est moi aujourd'hui qui vais animer ce webinaire. Alors, juste pour rappel, lors de notre dernier webinaire, celui du 7 juillet dernier, nous avions traité des nouvelles obligations pour les producteurs des biens d'équipement électrique et électronique sur la recyclabilité. Et on avait fait un décryptage de la loi AGEC avec des propositions de méthodologie pour le calcul de l'indice de recyclabilité. Je vais vous mettre tout de suite dans le chat le lien si vous souhaitez revoir pour ceux qui ne l'auraient pas vu ou ceux qui souhaiteraient réviser tout ce qui s'est dit. Alors aujourd'hui, on reste un petit peu sur cette veine. On est sur l'épisode 5 de cette saison et nous allons traiter de l'autre bout de la chaîne. Et l'idée, c'est d'avoir une réponse à la question suivante sur les plastiques recyclés de qualité. Alors, est-ce que des plastiques recyclés de qualité, c'est un mythe ou une réalité? Alors, juste pour rappel, la fraction des plastiques, c'est une part importante des flux des biens d'équipement électrique et électronique. Et elle est caractérisée par une grande hétérogénéité des matrices et des charges. On reviendra là-dessus parce que c'est un point important. Le recyclage, souvent, nécessite différentes étapes de tri pour séparer efficacement les différentes matrices, typologies de plastique entre elles, et en extraire les fractions qui nécessitent un traitement parce qu'il y a des substances polluantes. Alors, ce webinaire sera l'occasion en fait, de faire un point sur ces différentes technologies de tri disponibles actuellement, et de vous présenter les exemples de fiches techniques renseignées par les régénérateurs pour faciliter les échanges entre utilisateurs pour promouvoir en fait, l'intégration du recyclé. Et on fera surtout un point sur un retour d'expérience réussi. Alors aujourd'hui, avec nous, on a une super experte d'écosystème, puisque c'est Marianne Fleury avec qui j'ai organisé ce webinaire, qui est experte environnement, référente du pôle amélioration des procédés et prévention des risques chez Écosystème. Et voilà, on a passé un petit moment à préparer avec elle ce webinaire. Salut Marianne, comment vas-tu? Ah, faut bien mettre le micro, je pense qu'il est coupé. Je ne t'entends pas. Excusez-moi, excusez-moi. Bonjour à tous. Donc oui, ravi de présenter ce webinaire en votre présence et puis avec tous les intervenants qu'on a aujourd'hui. On a 3 intervenants extérieurs. Samuel, je te laisse présenter un petit peu, introduire tout le monde. Pas de souci, je vais là-dessus. Alors, juste pour rappel, pour ceux qui l'auraient oublié, Écosystème, c'est quoi? C'est un éco-organisme à but non lucratif qui est agréé par les pouvoirs publics, et tu me corrigeras si je fais des erreurs, Marianne, et qui exerce une mission d'intérêt général. Donc, en fait, l'éco-organisme coordonne la collecte, la dépollution, le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers, les lampes usagées, les déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels, et petite surprise, les extincteurs en fin de vie. Mais ça ne va pas être l'objet d'aujourd'hui, on va être sur les biens d'équipements électriques et électroniques. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir des experts. Alors on a 2 experts qui vont nous éclairer justement sur les plastiques. Avec nous, on a Damien Bernard, excuse-moi, j'avais encore me tromper avec ton illustre professeur. Étudiant en chimie verte et éco-innovation à l'Université de Savoie, en stage aux arts et métiers, et qui termine un projet sur le tri des déchets avec la réalisation d'un état de l'art des technologies de tri. Bonjour Damien, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Voilà, alors je crois savoir que tu as traversé la rue puisque tu es passé de l'Université de Savoie pour arriver aux arts et métiers à Chambéry. Et donc, justement, tu es accompagné de Nicolas Neve, qui est ingénieur à l'École nationale des arts et métiers, où tu es doctorant, d'après les échanges qu'on a pu avoir. Et tu nous présenteras un point qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est les enjeux de l'introduction de plastique recyclé dans les produits vierges, mais surtout la caractérisation des qualités de ces plastiques-là. Hein. C'est bien ça? C'est ça, je vais pouvoir présenter mon travail de ma première année de thèse là, sur la qualité des plastiques. Et vous verrez, vous pourrez récupérer les fiches, mais j'en dis pas plus, on verra ça tout à l'heure. Et puis avec Marianne, on est super content d'avoir un retour d'expérience qui va parler à tout le monde aujourd'hui, parce qu'on a avec nous Tom Caris, qui est manager business development chez Coolrec, et qui va nous présenter un retour d'expérience sur une démarche et la validation de matières recyclées
issus des frigos, donc de seconde vie des produits électroniques, pour lancer une nouvelle gamme de figurines chez, devinez-le, Playmobil. Donc, on imagine la difficulté de caractérisation, de validation dans une telle entreprise. Bonjour Tom, bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous. Évidemment, c'est un challenge, hein. Un truc pareil, ce n'était pas évident, c'était un gros travail, mais vous en parlerez plus après. Mais on verra, c'est possible. Et avec des grands intérêts à la fois environnementaux et économiques. Alors, avant de commencer, Marianne, pour ceux qui n'auraient pas vu les autres webinaires, est-ce que tu pourrais nous faire, mais rapidement, un bref rappel sur la filière à la fois sur le rôle de l'éco-organisme et l'interaction sur la filière des biens d'équipement électrique et électronique. Et si tu avais quelques chiffres aussi hein, sur les plastiques, je serais super content. Oui, c'est ça. Je vais faire ça rapidement. Donc, pour replacer un petit peu les missions d'écosystème, donc il y a un éco-organisme en charge d'organiser la collecte et le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques. Donc, en fait, on coordonne et on anime la filière D3E et puis on s'engage à informer le consommateur dans le cadre de notre mission d'éco-organisme pour adopter le bon geste. On s'engage en faveur de l'économie sociale et solidaire, parce que voilà, souvent sur la logistique, le réemploi, et puis sur les étapes de dépollution aussi, c'est des métiers qui peuvent être essentiellement manuels, donc ils sont assez propices à développer ce type de mission. Donc on s'engage aussi à développer des solutions de collecte pour avoir un tonnage collecté et traité du coup de plus important possible avec des services de proximité. On s'engage à organiser et à contrôler le traitement des D3E, donc pour atteindre les taux de recyclage et de valorisation, et puis pour garantir une dépollution, et ce qui veut dire garantir la remise dans la filière de matières les plus propres possibles pour voilà, l'économie circulaire. Et puis le dernier volet, c'est accompagner les fabricants, bien sûr, sur leurs projets d'éco-conception, les aider en tout cas à trouver peut-être des démarches d'intégration de plastique recyclé. Et puis sur ce sujet-là, on aura un petit focus sur la fin un peu plus conséquent. Donc là, en fait, sur cette slide, ça vous illustre voilà, en photo les grandes étapes du traitement, genre de la collecte ici jusqu'à la dépollution. Donc là, ça illustre une dépollution de réfrigérateur. Jusqu'à la dépollution aussi après pré-traitement de plis, condensateurs et autres sur les tapis, en passant par toutes les étapes de séparation pour obtenir au final des matières les plus propres possibles pour voilà, valoriser le recyclage jusqu'aux plastiques qui peuvent se traduire par la sortie sous forme de granules en matière première secondaire. Donc aujourd'hui, on fait un focus plastique. Donc avant de vous lancer sur tous les sujets qu'on vous a annoncés, je voulais vous présenter en chiffres les plastiques pour replacer un petit peu la thématique, la problématique plastique des D3E dans un contexte plus général des plastiques déchets au niveau national. Donc les chiffres datent un peu parce qu'ils ont été repris de l'ADEME et puis de Plastics Europe de 2018-2019, mais je pense que les ordres de grandeur sont toujours les bons. Donc aujourd'hui, on avance un tonnage de 3,5 millions de tonnes de plastique mis aux déchets générés chaque année. Pour replacer dans le contexte les D3E, si on captait la totalité des D3E mis au rebut chaque année, on générait 270 000 tonnes de plastique, ce qui représente à peu près 7,7% du gisement plastique national, sachant que les premières places sont prises par l'emballage et le bâtiment. Et nous, avec 7,7%, on est à peu près à la même hauteur que l'automobile. Donc, ce qui correspond à 17% de plastique dans les D3E, avec ce que l'on a collecté pour écosystème là, en 2020, ça consiste, en fait, voilà, si on traduit ça en tonnage plastique, ça équivaut à peu près 100 000 tonnes de plastique gérées par la filière issue des D3E. Donc, bien sûr, avant de remettre des plastiques dans la boucle du recyclage, il y a des spécificités sur le plastique de D3E parce qu'ils sont chargés d'additifs par rapport au risque de feu auquel les équipements sont soumis, le fait qu'ils soient branchés, qu'ils fonctionnent avec de la tension. Donc, les metteurs en marché ont des obligations
sécuritaire d'intégrer des retardateurs de flamme pour éviter les prises de feu et nous protéger. Sauf que nous, en fin de vie, il va falloir, avec ce délai entre la mise sur le marché, la durée de vie de 10-15 ans des équipements en moyenne, eh bien, les réglementations d'autorisation de substances évoluent et on est soumis souvent à devoir faire le tri pour éviter de remettre des substances interdites dans la boucle du recyclage. Donc, voilà, on a cette contrainte très forte de tri. Donc voilà, aujourd'hui, on considère que 8% des plastiques, tous flux confondus, sont concernés par des problématiques de retardateurs de flamme. Donc, il faut sortir pour éliminer. Donc ça veut dire que chaque année, on va évaluer les process de tri et puis les plastiques bromés vont être orientés vers l'élimination pour orienter vers le recyclage les plastiques majoritaires que sont l'ABS, le PS et le PP. Donc voilà, et pour nous accompagner sur tous ces projets d'amélioration et optimisation de la filière, eh bien, Écosystème, depuis 2014, a créé une chaire de recherche qu'on a appelée Chaire Mines Urbaines, en partenariat avec une fondation, enfin avec ParisTech, et plus précisément en partenariat avec 3 écoles, donc 3 écoles qui sont devenues partenaires depuis 2014 maintenant, qui sont les Mines ParisTech, les Arts et Métiers et Chimie Paris. Et donc les missions de cette chaire est d'optimiser les filières du recyclage et de développer de nouvelles matières, plus spécifiquement sur les métaux stratégiques. Donc là, on a un partenariat, on va travailler plus spécifiquement avec Chimie Paris sur la question des métaux stratégiques, et puis des plastiques également, avec un partenariat plus étroit avec Arts et Métiers. Ça permet aussi de définir de nouveaux modèles de recyclage, des nouveaux paradigmes, de repenser un peu la filière. Et là, on est plus spécifiquement accompagné par Mines ParisTech. Et dans le cadre de cette chaire aussi, ça nous a permis de créer des modules de formation auprès de plusieurs formations pour promouvoir le recyclage, ce que c'est le responsable élargi du producteur. Et voilà. Donc voilà un petit peu en introduction ce que je voulais partager, d'où la présence aujourd'hui et puis l'intervention de 2 personnes dans le cadre de ce partenariat de Chaire Mines Urbaines avec Damien et Nicolas. Donc je laisse la parole à Damien maintenant, qui va vous présenter ses travaux de stage. Merci pour tous ces éléments. C'était bien complet, rapide. On voit qu'il y a un réel enjeu. Alors, avant de continuer, juste pour info, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, vous pouvez poser vos questions via il y a un petit onglet questions, voilà, ou via le chat. J'essaierai de les récupérer via le chat, mais essayez de passer par les questions. Et puis, on gardera un petit temps après pour répondre aux autres questions. Vous pourrez éventuellement prendre la parole. Et pour info, parce que je sais que vous allez me le demander pendant le webinaire, bien entendu, le webinaire sera enregistré et on le mettra à disposition des personnes inscrites aujourd'hui. Alors Damien, si tu arrives à remettre ta caméra, parce que j'aurais bien aimé justement que tu nous parles un petit peu de cette étude qu'on a compris, qui se fait dans le cadre de la chaire des mines urbaines qui vient d'être présentée sur le premier point. Je veux dire, à un moment donné, il faut, après qu'on ait collecté, il faut trier. Et donc, tu as travaillé un petit peu sur ces technologies de tri. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu brièvement le contexte de l'étude et puis surtout la méthode que tu as employée pour faire cet état des lieux? Tout à fait, oui, merci. Alors effectivement, donc je suis étudiant en Master 1 Chimie verte et éco-innovation à l'Université de Savoie-Mont-Blanc. C'est un master qui s'inscrit dans une démarche d'économie circulaire, d'où le lien avec Écosystème et le tri des plastiques. Donc mon stage à moi, il consistait à concevoir un guide des technologies de tri, concentré donc sur les matières plastiques issues des D3E. D3E, je pense que Marianne l'a déjà dit, mais c'est l'abréviation pour déchets d'équipements électriques et électroniques. Donc je tiens à nouveau à remercier les Arts et Métiers qui ont été mon laboratoire d'accueil et évidemment Écosystème qui a servi à financer mon stage. Donc pour le sommaire, je vous propose de premièrement commencer par la méthodologie comme Samuel l'a demandé et je terminerai plus tard par les résultats, la conclusion et peut-être la présentation du guide si on a le temps, on verra. Donc pour le premier point sur la méthodologie, comment je m'y suis pris? Premièrement, quand je suis arrivé en stage, j'ai commencé par faire des recherches bibliographiques en tout genre, donc c'est-à-dire lire le maximum d'articles scientifiques
en priorité et dresser un état de l'art. Cela a été organisé sous forme d'un grand tableur Excel où j'ai vraiment mis le maximum de données possibles. Ensuite, pour que ce soit de plus en plus lisible, j'en suis arrivé de ce tableur Excel à un tableur de synthèse, donc c'est deux tableurs distincts. Et ce tableur de synthèse a trié en quelque sorte les critères et les données les plus pertinentes pour que ce guide soit efficace pour les opérateurs du tri des plastiques. De façon à rendre vraiment le guide le plus ergonomique possible et le plus simple à utiliser, on est arrivé à la conclusion que des fiches propres à chaque technologie étaient la meilleure option. Et tout ça constitue le guide des technologies de tri. Ok, donc un process qui part quand même de quelque chose de relativement large pour arriver à des éléments de synthèse. Alors, est-ce que tu peux nous présenter, parce que tu me l'as montré, le tableur, c'est pas rien, c'est un vrai état des lieux. Et puis tu Voilà. nous donnes les limites du tableur et dans un second temps. Voilà. Alors merci. Comme vous venez de l'entendre, le tableur, c'est pas rien, c'est assez exhaustif comme travail. On peut voir que ça continue encore, mais j'ai décidé de laisser à ce niveau de dézoomage pour pas trop avoir des textes petits. Donc ça, c'est le premier tableur dont je vous parlais. C'est vraiment le tableur où j'ai mis toutes les données possibles, avec à gauche mes références et à droite toutes les données avec chaque critère possible. Déjà, première chose qu'on peut souligner, c'est qu'on voit qu'il y a encore pas mal de cases vides. Donc il y a encore beaucoup d'éléments manquants pour une optimisation totale des technologies de tri. Donc ça, ne vous effrayez pas, hein, on va y arriver. Voilà. Donc j'ai fait des petits zooms sur les critères dont je voulais vous parler. Premièrement, c'est la description de la technologie. Dans le tableur figure le nom évidemment de la technologie, les références pour retrouver les articles que j'ai utilisés, le principe évidemment pour savoir comment marche la technologie. Ce que j'ai appelé le pouvoir séparateur, c'est le pouvoir de dépollution, par exemple, des bromés, comme le disait Mariam. Donc, les avantages et les inconvénients de chaque technologie par rapport à ça, les avantages et inconvénients de chaque technologie par rapport à la séparation des résines, les gisements plastiques en entrée, quel type de plastique arrive, quel type de plastique sortent. LPSC, c'est oui ou non, sont-ils portatifs en laboratoire ou en continu, ces process. Le point d'industrialisation, c'est à quel point la technique est industrialisée à l'heure actuelle et où, à quel point elle est développée. Le point performance, forcément le plus intéressant, reprend toutes les données chiffrées possibles, que ce soit les capacités en tonnes par heure de plastique trié, les sélectivités, à quel point le plastique trié en sortie est pur, etc., les investissements, les coûts d'exploitation. Tout ça, évidemment, on essaye de sensibiliser pour qu'on le mette sur un même pied d'égalité que l'environnement, l'impact environnemental des technologies. Et un petit point historique, si l'opérateur a envie de savoir comment est arrivée la technologie sur le marché du tri plastique. Donc, de ce tableur en découlent les fameuses fiches, enfin, de ce tableur en découle le fameux tableur de synthèse. Et donc, voici les fiches de synthèse qui en résultent. Donc là, j'ai pris un exemple avec le NIR, c'est proche infrarouge, une technologie parmi d'autres. Et vous voyez qu'il y a beaucoup moins de critères. Donc la famille et le type de technologie que ça représente, à quel point la technologie est développée, forcément, parce que l'opérateur a envie de savoir si on peut l'utiliser directement, la description pour savoir comment ça marche, les caractéristiques techniques, les données environnementales qu'on essaye toujours de prendre en compte en adéquation avec les capacités, etc. Et les forces-faiblesses de manière générale de la technologie. Alors pour conclure un petit peu tout ce travail, pour résumer tout ça, j'ai commencé d'abord par des recherches bibliographiques que j'ai essayé de synthétiser le plus possible afin de créer un guide utilisable par les opérateurs, et j'ai beaucoup travaillé sur l'aspect ergonomique pour qu'il soit simple à utiliser. Donc c'est un véritable outil d'aide à la décision pour les acteurs du recyclage, notamment des plastiques. Les objectifs maintenant pour ce guide sont d'une part, comme c'est le cas actuellement dans les webinaires, les GT chercheurs, etc., de confronter ce travail de recherche qui a été plus théorique avec de la bibliographie à la réalité, à la pratique,
donc au niveau que ce soit industriel ou académique, et potentiellement continuer sur des financements pour continuer le remplissage du guide, hein. Vous avez vu sur l'Excel, il y avait encore pas mal de cases vides, etc. Justement, j'aimerais revenir là-dessus, mais avant ça, les éléments de guide, tout ça, ça va être disponible. Alors, je crois ça n'a pas été mis encore en place, mais on vous enverra, c'est ça, hein, Marianne, euh, quand vous recevrez les éléments de synthèse, le lien vers le replay, etc., vous enverra le lien pour pouvoir récupérer les informations qui ont été réalisées par Nicolas. Hein, Marianne? Oui, c'est Ah, tout à fait très ça. bien. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de faire vivre ce guide, et en tout cas que les gens en profitent. Les opérateurs, je pense surtout à eux, mais effectivement, toute personne à qui ce guide peut intéresser, on le mettra à disposition. Je suis pas la garantie que vous l'ayez dans la semaine qui suive vraiment le webinaire, où c'est à peu près le timing avec lequel on retransmet les supports, les vidéos et toutes les présentations. On a peut-être une petite mise en forme à faire, mais en tout cas, ce sera très largement dans le mois, c'est sûr. Et voilà, on vous fera suivre à l'ensemble des inscrits. Et après, je pense qu'on le mettra disponible sur notre site internet, et pour une diffusion plus large. On En vous tout tiendra cas, informé, en tout cas, voilà, dès qu'il est prêt et mis en forme. je peux vous dire que c'est beaucoup demandé dans l'espace question et il y a des gens qui D'accord. sont très impressionnés par le projet. Et Très bien. justement, dans la partie impressionnée, je crois que tu as déjà mis en place des choses pour quadriller un petit peu les espaces de la matrice qui Oui, ne sont pas couvertes. Alors, si on peut passer un petit peu de temps là-dessus pour nous dire où oui, tu en es. ça marche. Est-ce que juste avant, je peux montrer le guide sans forcément donner un lien ou pour qu'ils voient un petit peu comment il est mis en forme, ou on manque de temps? Je regarde juste sur le timing si on est bon. Ben, écoute, montre-le rapidement Oui, et ça marche. Ça parlera peut-être plus, je on pense. voit que c'est pas, on n'est pas en train de vous bullshiter, hein, il existe bien, c'est juste une problématique de mise en place et de mise en Voilà. œuvre pour un serveur Est-ce que, dédié. est-ce que vous Ouais, voyez bien là? on voit très Super. bien. Donc, au niveau de l'ergonomie, c'est ce que j'expliquais, j'ai vraiment travaillé dessus. Il y a un bouton d'accueil où on arrive avec les 28 technologies sur lesquelles j'ai travaillé. Je pense qu'il y a encore possibilité d'en rajouter plus parce que, comme vous voyez, il y a moyen de faire des combinaisons de technologies aussi, donc il n'y a vraiment pas tout. Maintenant, si vous souhaitez travailler par exemple sur, prenons au hasard la triboélectricité, vous avez juste à cliquer là, vous arrivez sur la fiche dont je vous parlais, avec toutes les informations nécessaires, enfin les informations de synthèse plutôt, et si vous avez envie de repartir sur notre fiche, soit elles sont juste à côté, soit vous cliquez sur le bouton accueil, et maintenant on passe au test à la brûlure, etc. Au niveau du tableur, le tout premier tableur dont je vous parlais, si vous voulez avoir des données plus précises et pour faire un choix entre des technologies qui vous intéressent, il est aussi disponible, il fait partie du guide. Vous voyez, il est là, il est là. Il y a toutes les informations que j'ai essayé de lister. Et le tableur de synthèse, c'est là où c'est intéressant, il est là aussi. Et comme vous voyez, c'est uniquement les critères qui interviennent dans les fiches, car les fiches sont en fait des égaux cellules directement directement des cases ici qui sont remplies dans le tableur de synthèse. Ce qui veut dire, pour faire simple, que si vous écrivez quelque chose si on écrit quelque chose dans les cases ici, dans le tableur de synthèse, la case correspondante dans la technologie, dans la fiche de la technologie va être changée automatiquement. Donc, ce guide, j'insiste là-dessus, n'est pas du tout un guide, comment dire, qui est voué à être figé. Il est vraiment voué à évoluer et à prendre enfin, comment dire, et à continuer dans l'évolution des recherches scientifiques, de manière à ce qu'ils soient toujours plus performants qu'avant. Alors, Nicolas, je suis désolé, je vais un peu te presser parce qu'il nous reste 2 minutes et j'aimerais bien que tu nous présentes les Ouais. autres aspects, l'aspect d'évaluation environnementale et tout ça, enfin, tout ce qu'on a parlé tout à l'heure. Donc voilà, donc là, par rapport aux cases vides dont je vous parlais, donc là, c'est une norme rapidement pour vous dire qu'on est bien focalisé sur le tri plastique. Donc pour pallier à ces problèmes de données chiffrées et de cases vides qui continuent à persister dans le guide, car il n'y a pas encore ces informations dans la littérature, j'en suis arrivé à une initiative de traiter le problème d'un point de vue qualitatif, c'est-à-dire sans chiffres. Donc là, c'est une plaquette de tri. On voit de l'arrivée du plastique jusqu'à sa séparation en plusieurs polymères distincts.
Donc ça, c'est un schéma général. Vous voyez qu'on peut changer les technologies. Ça, c'est une plaquette de tri. Il peut en avoir d'autres, hein. Par exemple, là, j'ai une table densimétrique, de la spectrométrie moyen infrarouge. J'aurais pu mettre d'autres technologies. Donc ça, c'est important parce que, par exemple, pour mesurer un besoin énergétique d'une technologie donnée, pour le point de vue environnemental, par exemple, il est très difficile de mesurer le besoin énergétique chiffré d'une technologie. C'est toujours plus simple de mesurer du début à la fin du process. Donc c'est vraiment pour faire un ranking comme ça des besoins énergétiques, mais aussi des toxicités, etc. Donc plein de critères environnementaux. C'est beaucoup plus simple puisqu'on n'a pas forcément besoin de chiffres et on peut les classer comme ça. Par exemple, là, vous voyez le CO2 supercritique, on monte très fortement en pression à plusieurs bars. Donc forcément, en besoin énergétique, c'est très élevé. Mais en toxicité, on utilise en général du CO2 ou même de l'eau. Et donc, ce sont des solvants très purs, très verts, comme on dit. Donc, en toxicité, ça se trouve au niveau 0. Voilà, donc c'est un petit peu des propositions que j'ai faites pour l'instant contourner ce problème de données chiffrées. Voilà, merci à tous pour votre attention et puis s'il y a des questions, pas de Alors, souci. il y a plein de commentaires, etc. Il y a des gens qui veulent t'accompagner, qui te proposent d'autres outils qui sont peut-être plus. Voilà, je t'enverrai tous les éléments et tu pourras te mettre en lien avec toutes ces personnes. Moi, je vais donner la main, mais 1 minute à Marianne, parce que j'aimerais bien qu'on fasse le lien entre ça et un petit peu la conception des produits, hein, puisqu'on est quand même relativement lié à tout ça. Hop, alors, je vais te redonner la main. Hop. Parce que je sais qu'il y a un certain nombre de choses qui ont déjà été mises en place par écosystème, qu'il y a des guides, il y a des aides, il y a des soutiens sur ce point-là. Oui, tout à fait. Je ne vais pas m'attarder sur la question, mais c'est vraiment pour montrer des exemples de guides, parce on peut vous proposer, enfin, c'est ce qu'on vous propose sur le site Internet Écosystème, et le lien sera à la fin de mon petit pitch là, des bonnes pratiques d'éco-conception, parce que quand Damien évoque toutes ces technologies de tri pour séparer les matières, effectivement, c'est important aussi, on a pu identifier les points qui facilitaient la séparation, puis ce qu'il fallait éviter et qui rendait plus compliqué les séparations. Donc, dans le choix des matériaux, comme l'assemblage des matériaux entre eux. Donc là, ce n'est pas exhaustif, c'est juste quelques exemples sur les matières à choisir, avec les matières effectivement majoritaires, privilégiées en ce qui concerne la conception de EEE, nos matrices qui sont majoritaires, qui sont listées juste ici, donc le PP, l'ABS, le PS, l'ABS-PC, de favoriser l'utilisation de pièces monomatières et de privilégier aussi les matières plastiques teintées dans la masse plutôt que des revêtements de surface, parce que c'est vrai que ça enraye le tri, et puis limiter l'utilisation de retardateurs de flammes bromées, donc effectivement, et s'en tenir aux réglementaires, parce que effectivement, ça entrave vraiment le recyclage derrière. Et puis, versus éviter la diversité des résines, le choix, les matériaux composites, l'incorporation de charges minérales, et concernant les modes de liaison, privilégier effectivement le clipsage, parce qu'on se rend compte que l'insert, lorsque ça passe par des procédés de broyage, ça emporte toujours de la matière plastique autour des vis, et c'est de la matière qui est toujours perdue. Et puis, en cas d'impossibilité de mettre de la monomatière, privilégier des couples de résines qui sont plus compatibles entre elles. Donc effectivement, c'est juste des exemples un petit peu de bonnes pratiques d'éco-conception que l'on peut vous partager avec vous. Et Écosystème met à votre disposition en fait ces fiches en conception pour faciliter la fin de vie. Donc là, j'ai fait des copies écran de 3 d'entre elles, et ça, c'est spécifique à chacun des flux. Ce que je vous ai présenté, par exemple, c'était spécifique au petit appareil en mélange, et ces fiches sont disponibles via le lien que Samuel, je crois, mettra dans le chat si ce n'est pas déjà fait. Donc voilà. Je viens de le faire, donc tout Super. est disponible comme toujours chez Écosystème. Donc je viens de vous l'envoyer.
Donc, vous l'avez compris, hein, on a un super état de l'art sur les technologies de tri. Alors, on a un super état de l'art sur les technologies de tri. Alors, c'est pas parce qu'on a des super technologies de tri qu'il faut pas éco-concevoir. Hein. Ça, c'est le petit côté écosystème. Attention, il faut quand même prévoir un petit peu en amont tout ça. Et là, je voudrais qu'on rentre dans un point qui a été beaucoup discuté dans différents autres webinaires. C'est lié à la thèse de Nicolas. C'est de répondre à la question quelle est la qualité intrinsèque des plastiques recyclés. Puisqu'en fait, on l'avait identifié comme un frein au-delà du prix ou tout un tas d'autres choses, excusez-moi. C'est vendredi, j'ai plus de souffle. Et donc, j'aimerais bien que tu nous présentes, peut-être que tu recontextualises aussi le projet rapidement. Et puis, alors, comme on a un petit peu de retard, on ne peut pas prendre trop de temps, mais qu'on comprenne bien pourquoi tu étais là-dessus. N'oublie pas de mettre la caméra et le son, Nicolas. Et puis après, on rentrera dans le dur, quoi. Hein. D'accord, très bien. Oui, donc très rapidement, après Marianne l'a déjà un petit peu présenté, la chaire mines urbaines. Donc moi, des 3 écoles, je viens d'arts et métiers. Et mon laboratoire de recherche, c'est I2M Bordeaux. Voilà. Donc techniquement, en termes de scope de la thèse, finalement, on s'est dit, on va essayer de répondre à tous les enjeux environnementaux, techniques, sociétaux et réglementaires des plastiques. Donc sociétaux, là, on va plutôt parler de la dangerosité des plastiques, de la toxicité des plastiques, tout ce qui est retardateur de flammes bromées, comme Marianne l'a dit. Les enjeux réglementaires, tout simplement, REACH, ROHS, toutes les grandes directives européennes. Enjeux environnementaux qui sont maintenant plus approuvés, finalement, du recyclage des plastiques. Mais donc également, il y avait toute une partie sur les enjeux économiques et techniques. Parce que forcément, si on propose des solutions pour recycler les plastiques, mais qu'elles sont ni faisables techniquement, ni faisables économiquement, elles ne sont pas intéressantes. Donc la thèse, c'était un petit peu un moyen de boucler cette boucle, de dire on voudrait donc produire des plastiques recyclés, mais aussi les intégrer dans des nouveaux équipements. Marianne, tout à l'heure, je crois, a présenté des chiffres sur le plastique en termes de mise sur le marché et de collecte. Donc là, on va être justement, donc, comme j'ai dit, à l'autre bout de la boucle. Et là, on va être plutôt sur les usages des matières plastiques recyclées. Alors, on retrouve tout de même les 2 plus grands utilisateurs, donc qui sont l'infrastructure et l'emballage. Et on voit que finalement, les D3E, même si chaque D3E, donc comme l'a dit Samuel tout à l'heure, on trouve quand même une grande partie en masse qui est composée du flux de plastique, donc entre 50-55%, comme vous le voyez. Finalement, on intègre que à peu près 3% de matière plastique recyclée dans les nouveaux équipements électriques et électroniques. Donc voilà, le but, c'est quand même d'augmenter cette part. Alors, vous allez me dire, mais est-ce qu'il y a des indicateurs déjà prêts, déjà utilisables pour cette transmission d'informations et cette intégration? Donc oui, il y en a. Donc là, par exemple, je vous montre 2 exemples, puisque ça correspond à 2 visions visions différentes. Donc la première, c'est les indicateurs de fin de vie. Donc là, ça va plutôt être des indicateurs qui sont orientés filière. Donc on a le gisement, évidemment le taux de collecte, le taux de valorisation, le taux de recyclage et de réutilisation, et le taux de valorisation énergétique. En revanche, donc il y a un autre set d'indicateurs qui vont plutôt être des indicateurs matériaux cette fois-ci. Et là, on est plus sur donc de la valorisabilité, donc qui sera plus théorique, certes, puisqu'en conception, on n'a pas encore les informations de comment est-ce que ça a été recyclé. Donc là, c'est plutôt théorique à valorisabilité, mais c'est quand même bien existant. On a la chance d'avoir une REP qui est existante, contrairement par exemple à la REP sur les infrastructures qui en est encore à ses débuts. Moi, ça me pose quand même une question, parce que là, je vois les indicateurs, ça peut sembler peut-être un peu abscon. Est-ce que d'après toi, entre cette vision qui est la vision un peu générique, on se met d'accord que ce soit au Sensenelec ou ailleurs, parce que j'ai vu passer des 45 000 dedans, et la réalité terrain, tu as pu faire un lien un petit peu là-dessus? Est-ce que c'est opérationnel ou pas? Alors tout à fait, donc je vais en parler dans mes fiches. Et pour l'instant, donc en fait, quand on se rend compte, quand on essaie de schématiser ce périmètre de fin de vie, on se rend compte que donc il va y avoir la collecte. Là, c'est très classique, hein, c'est vraiment très résumé, mais c'est globalement ce qu'on trouve à chaque fois.
collecte, démantèlement des pollutions, broyage, une étape de tri ou de lavage, ça dépend des technologies qu'il y a après, et ensuite les voies de traitement. Et donc finalement, on se rend compte qu'il va y avoir ces taux qu'on retrouve ici et qu'on peut schématiser sur une ligne. Donc le taux de collecte, ça va bien évidemment être ce qui sort de la collecte sur ce qui rentre sur la collecte, taux de recyclage en fin de vie, etc., etc. Et en fait, on se rend compte que parfois, il y a une confusion qui est faite entre le taux de recyclage en fin de vie et le taux de recyclage des produits collectés. Alors ça, dans la réalité, voilà comment ça se traduit. Donc ça va être, je crois que c'est des données ADEME, il me semble. Donc on va avoir un taux de collecte des D3E qui est de l'ordre... alors oui, c'est vrai, j'ai eu des données un petit peu plus précises, je crois, par l'ENSAM en interne sur les équipements informatiques et télécommunications. Donc on va avoir un taux de collecte d'environ 50%, une proportion massive de plastique, comme on l'a vu tout à l'heure, d'à peu près 50%, une efficacité de procédé du recyclage. Donc l'efficacité de procédé sur le recyclage, c'est ce qui sort du recyclage en termes de masse sur ce qui rentre en recyclage. Donc de 87%, donc là on se dit super, c'est incroyable. Mais finalement, quand on se rend compte, quand on fait le calcul vraiment et qu'on prend, si je reviens sur la diapo d'avant, M6 sur M1 et non pas M6 sur M2, donc là c'est-à-dire le taux de recyclage en fin de vie sur tous les produits qui arrivent en fin de vie, et bien finalement on divise à peu près par 2 puisqu'on a collecté que 50% des produits. Et donc à droite, la colonne de droite, là c'est vraiment un focus sur les plastiques. Sur les plastiques, finalement, on se rend compte qu'en termes de masse, il y en a assez peu qui sont recyclés pour être réutilisés. Donc finalement, quand on essaye d'appliquer ça à la filière elle-même, on se rend compte en termes d'utilisation et de disponibilité à l'utilisation, qu'on va manquer de pas mal de résine. Alors là, c'est un sondage qui a été fait par Plastics Europe sur toute l'Europe, donc en posant la question des industriels, est-ce que cette résine-là, donc le LDPE, PET, HDPE, comme vous voyez sur le graphique, est-ce que ces résines sont disponibles en quantité suffisante? Et finalement, quand on regarde un petit peu de plus près les résines qui sont trouvées dans les D3E, qui sont utilisées pour fabriquer des nouveaux équipements électriques et électroniques, finalement, on n'est quand même pas si, une fois sur deux, on n'arrive pas à trouver la résine en quantité suffisante, ou en tout cas en une quantité qui nous permettrait de développer totalement une autre chaîne de production et de dire, voilà, à partir de maintenant, je produis comme ça avec du recyclé. Donc finalement, si je résume vraiment tout ce qu'on vient de dire, on va avoir un point de vue qui est plutôt fin de vie et un point de vue qui est plutôt production. Donc là, on va avoir à chaque fois des problématiques différentes avec pour les fournisseurs de matières plastiques recyclées un processus qui va être différent selon la qualité du déchet en entrée. Bien sûr, la qualité du déchet en entrée est tellement variable qu'à la fin, c'est difficile de faire toujours la même chose comme par exemple pour du plastique vierge. Là, c'est beaucoup plus facile de contrôler ce qu'on fait et de contrôler la qualité et les propriétés de la matière en sortie. Et finalement, de l'autre côté, du point de vue des utilisateurs, eux, ils vont demander plutôt une traçabilité des matières plastiques recyclées parce qu'on leur demande de façon réglementaire d'en avoir une. Ils vont être intéressés par l'approvisionnement, voilà, la stabilité de l'approvisionnement. Ça, c'est une demande qu'on a souvent eue dans le référentiel. Et finalement, qu'est-ce qui manque pour relier ces deux visions? C'est un référentiel commun. Et ça, c'est le début, c'est le début de ma thèse. C'est-à-dire qu'on m'a demandé, ça vient d'une vraie demande des industriels, d'avoir un référentiel commun qui permettrait de réunir les deux visions. Alors, moi, là, il y a quand même des points où il y a des questions qui arrivent, et justement, comme on a peu de temps, si tu peux les traiter dans la suite. Donc, j'aimerais bien que tu nous présentes un petit peu l'avancement et puis on en est sur les fiches. J'ai déjà mis les liens vers les fiches si les gens veulent les regarder en même temps, puisqu'elles sont aussi disponibles. Du coup, là, elles sont en ligne dès aujourd'hui. Et il y avait un point il y a plein de questions, mais on en prendra à la fin. Mais il y en avait une qui m'interrogeait, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'intégration des retardateurs de flammes bromées par rapport aux problématiques de recyclage, mais néanmoins, il faut quand même répondre aux autres exigences environnementales, de santé, etc. Donc, si tu peux le traiter en même temps dans la partie fiche, comme ça nous permettra de répondre à cette question, donc de la dangerosité autre que les bromés et la validation au cahier des charges, en fait, qui est un point important, je sais, de ton travail. Bien sûr. Bien sûr, donc pour aller directement dans le vif du sujet, donc cette fiche, finalement, elle a été créée en à peu près 1 an et demi.
grosso modo, donc, elle a été créée, vraiment l'idée principale, c'était d'avoir la vision de tout le monde autour de la table. Donc elle a été créée en plusieurs réunions, plusieurs ateliers WeShare avec les partenaires d'écosystème. Donc on devait avoir à peu près entre 20 et 25 participants, que ce soit industriels du recyclage ou industriels plutôt producteurs. Et donc on arrive à ce document-là qui va donc regrouper tous les paramètres qui sont nécessaires à l'établissement d'un grade qualité matière pour une résine recyclée. Donc là, par contre, on est vraiment sur une fiche qui est très complète, avec des données sur la composition, des données sur les propriétés techniques fonctionnelles, sur les propriétés thermiques, mais aussi donc sur l'origine de la matière, la traçabilité de la matière. Ça, c'était très très important à avoir. Sur, eh bien donc, comme tu disais, l'identification de substances. Donc, on demande d'avoir une certification du producteur ISO 9001. Est-ce qu'on l'a, est-ce qu'on l'a pas, est-ce qu'elle est en cours? On a aussi le label EU CertPlast qui est en train de se démocratiser. On demande aussi à avoir la conformité REACH, la conformité ROHS, la conformité pour les polluants organiques persistants. Et il y avait même des discussions vers la fin de la création de la fiche pour intégrer aussi la conformité halogène free qui commence à apparaître. Donc c'est une fiche qui est très complète. Et à la fin, donc en gros, le remplissage de la fiche se fait par le fournisseur de matière qui remplit la fiche pour le producteur. Et donc, au fur et à mesure du remplissage de la fiche, plus la fiche est bien remplie, plus on va avoir un bon indice de remplissage. Alors cet indice de remplissage, ce n'est pas un indice de qualité matière, hein. Peu importe que le lot soit adapté ou pas à l'utilisation qu'on veut en faire, si les données, si les informations ont été correctement transmises, et ben voilà, on considère que c'est une information transparente, que c'est vraiment le but du fournisseur, ça a vraiment été de donner toutes les informations nécessaires au producteur pour qu'il choisisse, pour qu'il fasse son choix finalement de résine. Donc, comme je l'ai dit, donc, il y a beaucoup de paramètres, beaucoup de catégories. Donc, il y a 76 critères. Et finalement, il y a 3 versions de la fiche que vous pouvez trouver en ligne, comme Samuel l'a dit. Donc, une fiche qui va être un peu plus réduite, une fiche très complète et une fiche qui fonctionne en termes d'échange entre producteurs et recycleurs. Elle fait plusieurs allers-retours. Donc, le but, comme je viens de le dire, c'était plutôt c'était vraiment d'aider à la décision, mais en termes de propriété. Parce que souvent, on a le cas du bah oui, mais si je prends un PET recyclé par rapport à mon PET, il ne sera pas d'assez bonne qualité. Bah, bien sûr que si. Je veux dire, les matières plastiques recyclées, elles existent parce que ce sont des matières qui sont complètement aptes à répondre à un cahier des charges donné. Vous allez voir le retour d'expérience que Tom va vous présenter tout à l'heure. Et ben, c'est totalement possible d'utiliser du plastique recyclé pour une application donnée. Donc là, voilà, le but, c'était vraiment de promouvoir l'utilisation des plastiques recyclés et d'offrir aussi aux fournisseurs l'option d'avoir un catalogue de matières. S'ils remplissent une dizaine de fiches pour une dizaine de leurs références, ben voilà, ça peut permettre de proposer un catalogue, un panel de matières disponibles. Donc pour terminer assez rapidement, ensuite, cette fiche technique, donc qui était plutôt à destinée industrielle, elle a donné naissance au référentiel. Donc vraiment là, c'est un référentiel qualité. Donc on s'est affranchi de toutes les évaluations. Est-ce que c'est bien rempli, tout ça? Là, on donne, voilà. Pour chaque paramètre, on dit, elle est requise, ce paramètre est requis selon cette norme-là. Des fois, il y a plusieurs normes. Donc évidemment, comme vous pouvez le voir à l'écran, on a mis les deux. Ce document n'est pas encore disponible, mais il sera disponible assez prochainement. Il est fini environ à 95%, je dirais. Il manque simplement quelques normes. Mais voilà, donc le but, c'est vraiment de sensibiliser et de se dire, bah voilà, les matières plastiques ne sont pas des matières de second choix ou vraiment qu'on utilise en se disant, bon, j'ai pas besoin de qualité. Les matières plastiques recyclées peuvent tout à fait répondre à un cahier des charges. Voilà, donc les perspectives, finalement, ce qu'on a voulu faire, c'est de transformer ce référentiel en base de données. Donc on est en discussion pour l'instant avec 2 fournisseurs de données pour avoir ce format-là, mais en ligne finalement, et pouvoir remplir des onglets directement avec des matières, comme je viens de le dire, pour créer un espèce de catalogue. Alors, je pense que ce sera une grande avancée. Alors, il ne faut pas oublier, hein, tu as fait 1 an et demi, 2 ans de ta thèse, c'est quelque chose qui n'est pas encore terminé et ça va être, si je comprends bien, l'objet, on espère, pour la fin de la thèse, d'arriver jusqu'à ça. Donc, je suis en fin de 2e année
Et là, la troisième année, en fait, ça va être finalement, une fois qu'on a rempli ces fiches, donc rempli ces fiches pour des vraies matières, ben, on va se demander comment est-ce qu'on extrait des indicateurs de performance, des indicateurs de fin de vie pour augmenter l'intégration de matières plastiques recyclées, donc des indicateurs d'éco-conception en fait. Comment transformer cet outil en outil d'éco-conception? Super. Alors, juste pour info, je vous ai mis pour ceux qui souhaiteraient avancer un petit peu sur comment intégrer les matériaux recyclés. On avait fait un webinaire avec Écosystème et je crois, je ne l'ai pas vérifié, que c'était avec Edouard qui est avec nous aujourd'hui. Je crois que je l'ai vu en ligne, Edouard Carteron, qui était peut-être à l'initiative de ce projet-là aussi. Exactement. Donc, on lui fait un coucou. Donc, je l'ai mis dans le chat si vous voulez découvrir ça. Il y a quelques questions, on les prendra après parce que c'est des questions un peu plus techniques, qui sont un peu moins générales. Donc, vous inquiétez pas pour ceux qui ont posé des questions là-dessus, on y reviendra. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on regarde un petit peu ensemble un retour d'expérience parce que finalement, là, on a fait la partie scientifique et technique. Et ce qui serait bien, c'est quand même de voir de quelle manière on peut opérer ça de manière opérationnelle dans une entreprise. Et donc, comme je vous disais, je l'ai présenté tout à l'heure, on a Tom avec nous de Coolrec. Alors, je ne sais pas si ça marche, si tu as la main. Tom, ouais, super. Rebonjour Tom, encore merci d'être avec nous. En plus, on va le voir, ça va nous faire retomber un peu dans l'enfance, donc je pense qu'on va tous être touchés par le projet. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus rapidement ce que fait Coolrec et puis surtout comment vous êtes retrouvé Coolrec à être un fournisseur de Playmobil, c'est pas rien. Oui. Bon, Coolrec, qu'est-ce que c'est? Coolrec a été créé en 1991 déjà comme recycleur de frigo, d'où vient le nom. On est basé en Pays-Bas, en Belgique et dans le nord de France. En volume, pour vous donner une idée, on a traité grosso modo 65 000 tonnes de frigo l'année dernière, 5 000 tonnes du hors froid, c'est des machines à laver, pareil, 35 000 tonnes de petits appareils électriques, électroniques et informatiques dans un broyeur dédié au PAM et ICT. Et on a traité 29 000 tonnes de plastique venant seulement de D3E. Ça vient de notre propre traitement de D3E, mais aussi d'autres recycleurs en France, en Allemagne et en Angleterre. Bon, la grande nouvelle, en juillet, il y a eu la grande nouvelle. On a lancé la gamme Wiltopia de Playmobil ensemble. Qu'est-ce que c'est? Bon, la gamme Wiltopia, c'est une gamme de produits de Playmobil qui a été fabriquée à partir de, en moyenne, plus de 80% de matériaux durables. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est les plastiques recyclés pour la plupart, mais aussi pour une partie des plastiques biosourcés, par exemple pour les composants transparents. Les plastiques recyclés, la plupart, ça vient de chez nous, ça vient des frigos usés qui ont été collectés par Écosystème et par d'autres systèmes pareils dans les autres pays et qui sont envoyés chez Coolrec pour le recyclage. Avec la gamme Wiltopia, Playmobil veut aussi éduquer nos enfants. Ce n'est pas seulement jouer, mais c'est aussi éducation. Et pour ça, il y a un site web avec beaucoup d'informations fait sur mesure pour les enfants. Donc, pas trop de faits secs, mais vraiment des matériaux amusants et informatifs en quoi. Plus, c'est l'un des premiers producteurs, l'un des premières grandes marques qui communique sur la durabilité de son produit, sur le fait que c'est produit avec plus de 80% de matériaux durables. Comme j'ai dit, les matières recyclées aussi bien que les plastiques biosourcés. Et c'est en fait la preuve que, enfin, au moins pour nous, que c'est super important que la collecte correcte, le tri, le recyclage est fait de manière correcte et minutieuse
pour atteindre un objectif comme un jouet, qui est quand même quelque chose, les enfants peuvent mettre ça dans la bouche. On veut quand même, on a entendu parler de retardateurs de flammes brûlées, c'est quand même quelque chose qu'on veut éviter, que nos enfants soient en contact avec ça. Alors, cette importance est prouvée maintenant. Maintenant, on va passer sur une petite vidéo de Playmobil qui a été faite sur mesure pour les enfants, comme ça vous voyez ce que ça veut dire. Bonjour à tous. Une question. Quel est le rapport entre ce vieux frigo et des Playmobil? À partir de ce modèle, ainsi que de nombreux autres anciens réfrigérateurs, on fabrique les figurines Wiltopia. C'est fou, non? Comment cela fonctionne-t-il exactement? À l'intérieur d'un frigo, il y a beaucoup de plastique et plein d'autres choses dont nous n'avons pas besoin et qui sont triées. Ensuite, tous les vieux plastiques sont placés dans un grand moulin pour y être broyés. Cela génère des petites particules qui sont ensuite lavées et triées. On les appelle des flocons. Les flocons sont ensuite placés dans une machine dans laquelle ils sont chauffés à haute température jusqu'à ce qu'ils fondent et deviennent liquides. On en fait alors des petites boules. C'est ce que l'on appelle des granulés Coolrec. Et ensuite, à partir des granulés, il est possible de créer quelque chose de complètement nouveau à partir de matières plastiques. On peut également créer de nouvelles choses à partir d'autres déchets, comme ces sachets par exemple. Intéressant, non? C'est la raison pour laquelle il est important de recycler les déchets, car c'est bénéfique pour les animaux, les plantes et la terre entière. Écoute, Okay. merci pour ces premiers éléments. Et j'aimerais bien que tu nous en dises où on en est un petit peu aujourd'hui, qu'est-ce qui a avancé. Et puis j'ai déjà une petite question, c'est OK, produit à base de recyclé et d'agro-sourcé, si on comprend bien, mais est-ce que c'est recyclable ou qu'est-ce que ça pourrait devenir? Est-ce que vous avez commencé à travailler déjà à la fin de vie de ces Playmobil? Donc je ne sais pas si tu as des éléments de réponse ou pas, mais voilà, on a ça. Alors je vois que pour certains d'entre vous, il n'y a pas eu de son. Donc ça, je pense que c'est un problème de codec. Bon, je vous envoie le lien, je l'ai, le lien YouTube, je vous l'envoie dans le chat si vous voulez le revoir. Ok, bon, pour répondre à la question, oui, c'est à 100% recyclable comme ça a été recyclé maintenant, sans perte de qualité. Il y a même, pour ceux qui cherchent un peu sur le site web de Playmobil, il y a même un moyen de réenvoyer les jouets vers Playmobil et eux, ils vont regarder si ça soit réutilisable ou recyclable et ils vont organiser ça. C'est vrai, il n'y a pas encore de système en place pour la collecte et tri et recyclage pour les jouets comme il existe déjà pendant des années pour le D3E. Il y a encore des améliorations à faire là c'est vrai, mais on voit que ça avance quand même dans les dernières années, ça avance beaucoup. Quelles sont les nouvelles du mois? C'est début septembre, Playmobil a lancé une extension de la gamme avec des ensembles plus grands. Où en juillet, c'était juste les petites figurines des animaux. Maintenant, ils ont lancé la gamme entière. Et vous voyez, l'ensemble Animal Care Center a été élu. Ils ont gagné le prix de jouet de l'année en Belgique de cette année et en Pays-Bas, il a été nommé jouet de l'année dans la catégorie durabilité. Les résultats seront communiqués le 8 novembre. Bon, qu'est-ce que Coolrec a fait dans cette collaboration? Bon, comme je vous ai dit, ça commence par la collecte et le traitement des frigos sur les différents pays chez Coolrec, mais aussi des autres recycleurs avec qui on travaille pour le traitement de leur plastique. Puis, dans notre usine en Pays-Bas, les plastiques,
parce que c'est toujours un mélange de plastique. Hein. Il y a l'intérieur, il y a les tiroirs, mais il y a aussi des morceaux de plastique d'extérieur. Ça reste un mélange, il est trié chez nous. On produit, comme vous avez entendu, les flocons de ABS ou PS. Et puis de ces flocons, on va aller dans le compostage pour produire des pellets, des granulés. Ici, pour la gamme Playmobil, on parle de à peu près 700 tonnes de ABS par an. Et pour les figurines, il y a à peu près 700 tonnes de polystyrène pour les attributs, les maisons, les bateaux et tout ça, aussi par an. Au début, quand on a commencé début d'année avec Playmobil dans la production, on a commencé avec leur propre partenaire pour le compostage. Mais vu qu'on avait eu plusieurs problèmes, on est passé sur notre propre compostage chez Coolrec. Puis les granulés, ils sont envoyés chez Playmobil, ils produisent à Malte. Il y a toute leur production pour tout le monde en fait qui est à Malte. Ils vont produire les figurines, emballer et tout ça, et puis la vente est mondiale. Hein. Cette gamme, on peut la trouver aussi bien en Chine qu'en Europe, qu'en Amérique. La matière, elle est approuvée, testée et approuvée selon la norme EN 71 partie 3. C'est la partie qui va gérer la migration de certains éléments comme le brome, comme le cadmium ou d'autres matières qu'on veut éviter dans les jouets. Et le compound même, il a été développé et produit par Coolrec. Bon, dans la filée du projet, on a quand même quelques obstacles à franchir. Hein. En premier temps, il y a le mélange de différents polymères. Comme j'ai dit, les plastiques qui sortent du traitement de frigo, c'est un mélange de plusieurs polymères. Et on a entendu parler par Nicolas d'un tri densimétrique qui est assez facile à faire, mais ce qui sort de ce tri, ça reste toujours un mélange de polystyrène, de ABS, de IPS, de GPPS, de ASA, de SAN. Et si on va mouler ça, on va avoir un produit de qualité moindre. Donc, il faut quand même trier plus loin. Il y a le tri électrostatique, il y a d'autres tris qu'on peut faire, mais il y a des limitations technologiques aussi à ce tri. Alors, on ne peut pas tout trier à 100%. Il y a certains polymères qui sont pas miscibles ou moins miscibles, ce qui veut dire si on ne peut pas les trier avant le compostage, on aura des impacts sur les propriétés mécaniques. Et en plus, on a aussi un mélange de différentes couleurs. Et si on commence avec un mélange de différentes couleurs, la seule chose qu'on peut faire, c'est du gris foncé ou du noir. Alors, il y a aussi le tricouleur qui est super important pour pouvoir produire des jouets avec toutes les couleurs pensables. Bon, il y a ça. Alors, tout ça, il y a beaucoup à investir, à développer encore dans le tri. Puis, il y a le problème de dégradation. Hein. On parle beaucoup de dégradation. Pourquoi? Parce que les plastiques, pour leur première vie, ils ont été conçus pour un certain nombre de cycles thermiques alors pour la production, pour le moulage, mais ils n'ont pas été conçus pour encore 2, 3, 4 cycles thermiques dans le recyclage. Donc là, il y a encore quelque chose qu'il faut, des additifs qu'il faut ajouter pour éteindre leur vie. Ce qu'on a constaté aussi, la partie polybutadienne, c'est la B dans la ABS, est quand même très sensible à la dégradation. Certainement, quand on a plusieurs cycles thermiques, alors là, il faut compenser la perte de polybutadienne. J'avais parlé des différents polymères, le risque de différents polymères, parce qu'on ne peut pas tout trier. Par exemple, le ASA, le SAN, on va les retrouver dans l'ABS.
Si on les moule ensemble, on a le risque de perdre la structure Chalamis. En fait, la structure Chalamis, très technique, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait la dispersion de polybutadiène dans l'ABS qui donne la puissance, la rigidité à cette polymère. Et tous ces faits, ils ont finalement des impacts négatifs sur les propriétés mécaniques, ce qui n'est pas voulu par les clients finalement. Alors, avec des additifs, il faut quand même compenser pour certaines pertes, pour certaines dégradations et pour certains problèmes dans le tri. Et pour ne pas oublier, il y a aussi la conformité réglementaire. Peut-être le plus important, on parle de REACH, on parle de POP, on parle de RoHS, on parle de beaucoup de lois qui appliquent sur les produits, mais qui appliquent aussi sur le produit recyclé. Et le problème avec les frigos recyclés, en fait, un frigo, en moyenne, il a 20 ans avant qu'il soit recyclé. On peut être sûr, ou presque sûr, que les produits utilisés dans ce frigo étaient conformes à la réglementation en 2000, mais ça ne veut pas nécessairement dire que tous ces plastiques sont encore conformes à la réglementation en 2022. Alors, de plus, on ne peut pas trouver beaucoup d'informations. On a un frigo qui arrive chez nous, il n'est pas écrit dessus quel polymère, quel additif et ainsi de suite est utilisé dedans. Alors, nous, comme recycleurs, on démarre avec un genre de handicap, en fait, parce qu'il peut y avoir des substances réglementées là-dedans et on ne sait pas lesquelles. Et de plus, on parle de, maintenant, plus de 600 substances réglementées et c'est un nombre qui devient plus grand année par année, ce qui ne facilite pas le travail des recycleurs. Malgré tout ça, on a quand même trouvé des solutions. On a développé certaines procédures pour faire un screening et des tests sur les matières recyclées et on arrive sur un point où on peut assurer cette conformité aux producteurs. Qu'est-ce que ça veut dire chez Coolrec? Qu'est-ce que ça veut dire au niveau développement-investissement? Pour vous dire, on a commencé avec le compostage seulement en 2018, il y a 4 ans. Entre-temps, on a eu la période Covid qui a quand même aussi ralenti beaucoup dans le développement. En 2019, on a lancé notre gamme Coolstar, c'est du polystyrène recyclé venant des frigos. En 2020, ensuite, vu tout ce que je vous ai expliqué des problèmes réglementaires, conformité réglementaire et caractéristiques qu'il faut mesurer, les questions qui viennent des producteurs, on a dû investir fortement dans notre laboratoire qui a amené vers la fin de cette année dans le lancement des Rockies. C'est un petit jouet, petit volume, mais qui démontrait quand même qu'une certification comme jouet, une utilisation de matières recyclées dans les jouets était possible. Et c'est en fait avec cette nouvelle-là que les producteurs de jouets comme Playmobil ont été intéressés, ils ont commencé à parler avec nous. En 2021, on a déménagé notre compostage vers notre site de tri principal pour faciliter le travail. On a investi dans du tri supplémentaire, et ici c'est du tri électrostatique ou tripot électrique. On a lancé la gamme Coolstar E, qui est en fait du polystyrène qui vient des petits appareils. Et puis, vous voyez, chaque année, on fait de plus en plus. Cette année, on a investi de plus dans le tricouleur. Alors maintenant, on ne produit pas seulement du noir et du blanc, mais on produit aussi du gris de plusieurs couleurs. On a lancé la gamme ABS et pour le Coolstar qui a été utilisé par Playmobil ici. On a reçu l'attestation fin du statut de déchet qui n'est pas évident parce qu'il n'y a pas de règles uniformes en Europe pour ça.
En Pays-Bas, on est maintenant toujours la première société, on est toujours la seule société qui a reçu cette attestation. Juste avant l'été, on a lancé la gamme Wheeltopia de Playmobil et maintenant, à l'heure actuelle, on est plein milieu de la certification EU-Cerplast qui certifie aux producteurs la contenu en matière recyclée et je vais dire les tests, la justesse, l'accuracy des tests qu'on fait et des propriétés mécaniques qu'on communique avec le client. Bon, je vous remercie pour votre attention. J'espère qu'on a encore quelques minutes s'il y a encore des questions. Tom, tu vas rester avec nous parce que j'ai des questions pour toi. Mais avant cela, je voulais juste faire un petit point avec Marianne et on va revenir sur quelques questions. Alors, attends, Marianne, je vais te redonner la main. Hop. Moi, la question, c'est... Excusez-moi, voilà, c'est bon, je n'avais pas tout fait ce qu'il fallait. Marianne, je crois savoir que même si vous n'avez pas intervenu directement sur ce projet-là, mais vous pouvez intervenir comme facilitateur dans ce type de projet pour les entreprises qui sont adhérentes, c'est ça? Oui, complètement. Je vais juste partager juste une slide. Je ne sais pas si vous la voyez là. Oui, c'est bon. C'est bon. Je vais mettre On peut la mettre en affichage diaporama là, parce que ouais. Super. Oui, de façon très succincte, c'est qu'effectivement, on peut vous accompagner, les producteurs, dans toutes ces démarches. Attendez, hop, j'ai un petit souci j'ai un problème avec ma mise en forme. Là, j'ai joué un autre écran. Donc, vous accompagner sur le chemin de l'intégration de plastique recyclé. Si vous souhaitez vous engager dans une démarche, on a développé un guide pratique dont on partagera le lien juste après. On peut aussi vous aider à structurer le projet, la feuille de route. Si c'est une première expérience, peut-être identifier les cas les plus favorables en identifiant les matrices et peut-être l'équipement. Et collaborer avec la chaîne de valeur, aussi mettre en relation. Et puis en fait, on voit aussi que c'est assez cloisonné entre les recycleurs et les régénérateurs. Donc peut-être que nous, avec la position que l'on a, on peut vous mettre en relation et en tout cas faciliter les prises de contact et puis mettre à disposition de la matière pour les essais. Et puis après, il y a tout l'aspect communication qu'on peut aussi accompagner. Je vais pas en dire beaucoup plus parce qu'on n'a pas trop le temps, mais voilà, là, il y a sur ce slide, en fait, on partage le lien par lequel vous pourrez avoir accès au guide pratique d'intégration de plastique recyclé, et puis aussi par ce petit lien que peut-être Samuel pourra mettre également dans le chat, des témoignages. C'est pas de capture d'écran, hein, il est dessus, je l'ai mis dans le chat. Hein. Ok. Voilà, qui ont tenté l'aventure, donc ça peut être inspirant. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis pour toute autre question, on est à votre disposition. Puis là, il y a l'adresse éco-conception écosystème sur laquelle vous pouvez, même après le webinaire d'aujourd'hui, continuer à échanger si vous avez des questions. Voilà, on est à votre disposition. Et puis là, peut-être que je te repasse la main parce qu'en fait, j'ai un souci d'affichage, donc j'arrive pas à voir le chat et les questions. C'est pour ça que je réagis pas. Je sais pas du tout quels sont les retours de tous les participants là. Donc voilà, je te laisse. C'est que tous les intervenants, je pense à Damien, Nicolas, ils peuvent nous rejoindre et on va enlever le diaporama. Juste pour information, le prochain webinaire d'écosystème, c'est le 14 octobre et c'est quelque chose qui vous concerne puisque ça va être lié au plan de prévention et d'éco-conception, donc il y a une nouvelle exigence dans le cadre de la loi AGEC. Je vous ai déjà mis le lien en avant-première. Voilà, donc c'est un webinaire qu'on organise avec Lorraine. Est-ce que vous voyez mon écran là toujours? Oui, on voit ton écran, c'est bon. D'accord, ok, donc voilà, c'est pour appuyer ce que tu dis. Voilà, et donc je vous ai fait le lien. Donc je voudrais quand même qu'on parle. J'ai quelques questions, hein, et attention, hein, ça va être tendu, ça va être technique, etc. Ok. Je vais commencer par Tom, mais je pense que partiellement tu y as répondu. Il y avait plusieurs questions. Une, c'est sur l'accréditation par une tierce partie.
par rapport à la norme 71.3, donc je pense que c'est la norme liée aux métaux lourds, je pense. Et est-ce que il y a des tests sur le vieillissement qui sont prévus dedans quand c'est validé? Enfin, comment c'est organisé les tests en fait, je pense sur ces migrations? Oui, en fait, pour ces tests-là, ce qu'on fait, pour les jouets, on met tout en BIPAC, alors on ne travaille pas en vrac. Pourquoi? Comme ça, on peut éviter qu'il y ait des problèmes avec un lot entier quand il y a seulement sur un endroit un petit problème. Ça, c'est Puis on prend par BIPAC un échantillon qui est envoyé en laboratoire pour un screening complet pour toutes les substances réglementées. Et de plus, on fait un screening pour la norme EN 71 partie 3. Et le laboratoire nous donne l'attestation pour le produit. Alors. Puis une fois qu'on a les résultats du laboratoire, la matière est débloquée chez nous parce qu'entre-temps, il est mis en quarantaine, il est débloqué et envoyé vers le client. Ok. Alors, autre point qui est plus sur un aspect analytique, est-ce que vous avez réalisé, ou Playmobil l'a fait, une analyse du cycle de vie pour arriver à mesurer le gain environnemental du projet? Pas pour le projet même, mais il y a eu une analyse de cycle de vie qui a été faite par Ecosystem en 2019 ou 2020, je me rappelle plus exactement. Et c'est en fait avec ce chiffre-là qu'on a travaillé. Ok. Et dernière chose, est-ce que vous avez des informations sur l'engagement de Playmobil en termes de réorientation de leur production? Est-ce qu'ils visent à terme à avoir 100% de produits avec une base de recyclés, ou enfin, est-ce que c'est juste, grosso modo, est-ce que c'est juste un projet, une gamme verte parmi les gammes de Playmobil, ou est-ce qu'ils vont muter l'ensemble de leur gamme? Oui, à terme, ils veulent passer avec tous leurs produits vers la matière plus durable. Ici, ils sont limités par la disponibilité de matière. En temps de ABS, maintenant, ils prennent tout ce qu'on a chez Courec. Ça veut dire il y a encore beaucoup à faire. Dans les chiffres, je pense que c'était Nicolas qui les avait démontrés. Il y a seulement 11% des plastiques dans les D3E qui sont finalement recyclés derrière. Alors, je pense que la disponibilité actuellement pour tous les producteurs sera le grand problème à résoudre. Et d'ailleurs, ça me fait rebondir sur une question de ces 11%. Est-ce que ta thèse, Nicolas, elle traite un peu du pourquoi on arrive qu'à 11%, ou est-ce que pour qu'on arrive à des taux plus importants sur cette filière? Ben, finalement, oui, un petit peu. C'est-à-dire que quand on regarde tout le cycle finalement de vie d'un plastique, on se rend compte que déjà, il y a donc, comme tu le dis, hein, comme d'ailleurs Tom l'a dit, quand ça arrive chez le recycleur, il est obligé de faire des tests pour savoir ce qu'il y a dedans. Donc forcément, des fois, il est obligé de faire aussi du tri, donc tensimétrique par exemple, ou ensuite optique et tout ça, et on n'a pas 100% d'efficacité du tri. En plus, finalement, quand on regarde aussi les chiffres, je crois qu'il y a une étude qui est sortie fin 2021 d'un organisme indépendant, et il montrait qu'il y avait une bonne vingtaine, voire 25% finalement des plastiques qui sont perdus avant même d'arriver dans une filière de tri, quoi. Donc il y a des pertes avant la filière de tri, il y a des pertes pendant la filière de tri, et finalement on arrive en masse, en tout cas en termes de masse, on arrive à un très faible recyclage des plastiques. D'où le problème d'ailleurs, comme Tom le souligne, de disponibilité de la matière. Après, pour compléter, c'est vrai qu'à chaque étape de tri, on a des pertes, hein, c'est inhérent au process. Après, il y a des particularités et des spécificités du flux D3E qui sont les charges dont on parle, donc ce qui écarte aussi une partie des plastiques qui ne répondent pas à toute la réglementation substance et qui on est obligé d'écarter. Et puis, l'hétérogénéité aussi des flux. On a des flux majoritaires, mais les flux majoritaires qu'on cite, ABS, PS, PP,
ne représente que finalement même pas 50% du flux de plastique. Le reste, même lorsqu'il n'est pas pollué de substances, il est mélangé d'un mix plastique d'une dizaine de matrices qu'il faut séparer bien sûr entre elles pour pouvoir espérer les recycler, et qu'après on est arrivé à une limitation, enfin une limite économique aussi, de mettre pour des gisements qui restent finalement faibles, avec des coûts et différentes étapes qu'il faudrait mettre en œuvre. Donc la filière, elle est complexe aussi. Et puis, c'est des technologies aussi, enfin, des plastiques qui sont techniques. Le D3E, enfin, il faut voir aussi toutes ces applications EE ne sont plus produites en France, donc automatiquement, c'est pas toujours évident d'en trouver des applications. Et puis, en fait, c'est un peu aussi le chien qui se mord la queue, c'est il n'y a pas de débouché, donc on va pas chercher la matière. Mais si on va pas chercher la matière, eh bien, on trouvera jamais de débouché. Donc, à un moment, il faut rompre la chaîne et puis essayer de proposer la matière pour y trouver. Mais il y a plein de freins, en fait. Il y a plein de freins pour expliquer ce pourcentage si faible de plastique recyclé. Et justement, Il y a beaucoup de travail à faire. sur ce point-là, les éléments sur les systèmes de tri, ça donne aussi des taux de qualité de tri dans les fiches que tu as réalisées dans la tableur? Sa destination, plutôt de Damien, oui. Je n'ai pas bien compris la question. Est-ce qu'on peut expliquer les faibles taux de valorisation des plastiques? C'est ça la question? Grosso modo, quand tu as 1000 tonnes de plastique qui sont jetés dans le cadre des D3E, tu n'en récupères que 110 kilos à la fin pour le recyclage. Donc, en fait, il y a beaucoup d'efforts et on voit qu'il y a une demande qui est tirée maintenant par les industriels. Et donc, savoir si toi, dans l'étude que tu as faite des systèmes de tri, tu commences à avoir émergé des systèmes de tri qui sont quand même plus efficaces que d'autres. Alors, effectivement, il y a des systèmes de tri qui sont plus efficaces que d'autres en fonction du gisement entrant. Par exemple, si on parle de recyclabilité via une technique de tri optique, on va avoir des gros problèmes sur des plastiques sombres. Maintenant, le but du jeu, c'est d'optimiser, que ce soit au niveau environnemental, tous les besoins des technologies, et optimiser aussi les efficacités et les capacités en essayant, par exemple, de faire des combinaisons. Et c'est pour ça, donc j'ai essayé de synthétiser un petit peu, mais c'est pour ça que les fiches de synthèse que je présentais tout à l'heure sont un petit peu l'idée future du guide. Ok. Alors, dernière question, elle est un peu technique. Nicolas, si tu n'as pas les éléments de réponse, on les enverra derrière, tu t'inquiètes pas. Qu'est-ce que couvre, je crois que c'est toi, le label Earplast qui doit être dans la caractérisation des plastiques. Ah oui, sur place. Alors c'est en gros c'est un label qui est là pour attester une composition plastique. Grosso modo, il y a un audit. Alors j'ai plus les éléments exacts en tête. Il y a un audit qui a été fait. Je crois que c'est la version 4. C'est sur celle-ci que je me suis appuyé, qui est sortie fin 2020 ou début 2021, je sais plus. Mais bon là c'est vrai que c'est quand même dans un niveau de détail que je n'ai pas en tête tout de suite. Mais grosso modo, c'est tout simplement, ça reprend un petit peu les éléments de traçabilité du plastique, composition des plastiques et certificat de bonne composition, quoi. Très bien, merci. Eh bien, merci à toutes et tous. On va clôturer ce webinaire. Voilà, bon, on a répondu à pas mal de questions. Je voulais vraiment remercier nos intervenants d'avoir pris du temps, parce que ça a nécessité de le préparer un petit peu, parce qu'on était nombreux aujourd'hui. On a essayé de rentrer dans le temps imparti, même si on a un petit peu dépassé, mais pas beaucoup. Merci à Tom, merci à Nicolas, à Damien, et puis un grand merci à Marianne qui m'a aidé à organiser ce webinaire ce jour. Et donc, je vous souhaite bonne continuation sur vos projets d'études, et puis à Tom de développer de nouveaux projets, de proposer de nouvelles matières issues du recyclé. C'est tout ce qu'on vous souhaite pour la suite. Voilà, donc je ne sais pas si vous voulez dire un petit mot de la fin de votre côté. Merci à tout le monde. Je suis ravi d'avoir pu expliquer ce qu'on a fait, ce qu'on a démontré. Et j'espère que des histoires pareilles aident à avancer le secteur entier. Et Ouais. d'ailleurs, juste pour info, je vois que sur le chat, Lorraine Queno, qui est experte chez Écosystème, nous a mis la synthèse des bénéfices environnementaux des plastiques recyclés. Donc, c'était une demande. Elle est là, elle est à disposition. On remettra dans les éléments de synthèse, bien entendu, tous ces liens.
Peut-être, Ok, Nicolas, parfait. Damien, un petit mot? Ou c'est reparti dans la recherche, des études? Oui, oui, alors pour poursuivre mon master, moi j'imagine que donc moi je me dédie vraiment à ce domaine-là. J'ai vraiment trouvé ma voie dans le domaine du recyclage plastique. J'espère que le guide il va bien évoluer. Comme je vous le disais, c'est vraiment pas un guide qui est censé rester figé. Et puis voilà, j'espère qu'on fera des progrès dans le recyclage plastique. Merci à tous pour ce webinaire. Nicolas? Non, bah écoutez, pareil, hein, merci, merci à tout le monde d'avoir été présent et d'avoir posé des questions. Normalement, vous avez les fiches dans le chat. Si vous avez des questions, bah, peut-être contactez-moi, vous pouvez, je peux répondre aussi directement. Je ne Et sais puis pas si voilà, merci à l'organisation. est-ce que vous aviez laissé vos coordonnées sur les diaporamas qui ont été présentés? Sinon, je me permettrai de le mettre dans le replay pour ceux qui souhaiteraient vous contacter directement Je pour des ne crois pas que je crois pas que j'avais mis mes coordonnées, mais vas-y, tu peux, oui. Alors, on le fera, on le mettra. Effectivement, on n'y a pas pensé. Sinon, en Bah, passant par la boîte éco-conception chez Écosystème, on pourra relayer et sans problème aussi les questions. Donc, Écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Alors, je vous dis à bientôt. Pour rappel, prochain webinaire le 14 octobre sur les plans de prévention et d'éco-conception. Donc, c'est encore une autre thématique. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.